J'ai l'honneur de vous présenter notre troisième table ronde sur le développement durable. Dans cette troisième table ronde, on ne va pas avoir de modérateur parce que M. Arab Koubala va jouer en plus de son rôle de directeur, de membre de l'association, de tous ces processus de rôle de modérateur parce qu'il connaît complètement le dossier. Monsieur Koubala, il est d'origine libanaise. Il est né, je crois, au Sénégal. Il vit en France. Il va nous présenter son projet. Le projet qui s'est présenté à travers Rio +20 aux Nations Unies. Et c'est le seul projet dans le domaine du développement durable qui a été adopté. Aujourd'hui, M. Arab Koubala est notre ambassadeur, on va dire, dans le domaine du développement durable aux Nations Unies et dans le domaine du développement durable. M. Arab Koubala, en plus, il est un membre actif dans le réseau du Forum des experts libanais, malgré ses multiples occupations. C'est pourquoi parfois on fait des petits SMS entre deux voyages. Et ces petits contacts m'ont appris à l'apprécier et constater son engagement. Bonsoir et j'espère que je vais encore m'avoir dans 10 minutes. Mais je pense que là c'est un domaine assez important et si vous permettez, en l'espace de 10-12 minutes, je vais essayer de vous convaincre un peu plus de la nécessité de s'occuper de développement durable, surtout dans les banques, si vous me permettez. Je ne vais pas vous présenter mon projet, comme l'a dit Nada. J'en suis fier d'avoir eu ce succès. Le seul, si certains d'entre vous ont suivi la conférence de Rio +20, il y a un document de 43 pages avec une multitude de paragraphes. Il y a un seul paragraphe qui commence par « We adopt ». C'est effectivement ce que j'ai fait pendant 8 ans. Et c'est une reconnaissance mondiale. Et je tiens à partager cela pour vous montrer à quel point nous sommes en train de négliger, de passer à côté de quelque chose qui est absolument fondamental, qui sont les modes de consommation et de production. Je n'ai pas entendu ce mot une seule fois. Or, il est extrêmement important que l'on s'occupe de cela de plus près, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des banques, au niveau des politiques, qu'au niveau des individus. Nous connaissons tous la série de problèmes, que ce soit au niveau de la pollution, des crises environnementales, désertification, biodiversité, des multiplications des conventions. On en crée tous les jours et on ne les applique pas, vous le savez tous. Beaucoup de focalisation sur des questions qui sont d'abord politiques. Parce que quand on focalise sur le politique, on évite le problème. C'est ma constatation après de nombreuses années aux Nations Unies. On a focalisé sur le changement climatique, sur les crises financières. On a vu vraiment l'affaire politique dessus, on a oublié le fondamental derrière et on n'a pas pu résoudre le problème. Et on continue avec le changement climatique de la même manière en le laissant au domaine des politiques qui tout simplement n'ont pas du tout la même échelle de temps, n'ont pas du tout la même perspective. Le changement climatique comme le développement, c'est quelque chose qui demande des décennies, voire des générations. Les politiques ne réfléchissent qu'en termes de mandat de 5 ans à 7 ans et encore pas plus. Bien que dans les entreprises privées, ils ont des réflexions à 20 ans et à 30 ans. Simplement, dans le marché, ils essaient de s'adapter au marché pour ne pas perdre l'emploi et ainsi de suite. Donc, ils reviennent sur le court et le moyen terme. On a surtout aussi essayé de voir, quand on a voulu toucher les questions de pollution, des problèmes, on a culpabilisé. Plutôt que de chercher la coopération, la compréhension, on a cherché à culpabiliser. Et cela a été un frein pendant des décennies. J'espère qu'après les discussions que nous avons actuellement, la sensibilisation croissante que nous avons aujourd'hui, que nous allons passer à un phénomène véritable de concertation et de partenariat. Je dirais un petit mot plus tard sur notre fameux partenariat euro-méditerranéen qui n'a jamais existé, dont on continue à parler, dont on parle d'une union pour la Méditerranée qui n'existe pas, qui n'existera pas, donc on reste avec les mêmes modalités que nous avons aujourd'hui. Et tous ces problèmes que j'ai mentionnés ont un socle commun, qui sont le mode de consommation et de production. En 1992, ça a été reconnu comme une des grandes priorités. Nous n'avons malheureusement pas été capables de progresser là-dessus. À Johannesburg, on nous a demandé de travailler sur un programme cadre.
J'en ai eu la responsabilité. Nous en avons réussi, en faisant vraiment un des 3 piliers avec la réduction de la pauvreté, à le faire adopter par la communauté mondiale. Encore, faut-il le mettre en œuvre. On n'en est pas encore loin. Mais on est un peu optimiste parce que ceci a été fait sur la base de consultations régionales et nationales. On a eu pendant une dizaine d'années des tables rondes régionales en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, et elles ont toutes identifié leurs priorités. On a mis tout cela en commun, et c'est ça qui nous a permis d'aboutir à ces résultats à Rio. Malheureusement, 2 régions ont été en retard. 2 régions. Le monde arabe et l'Amérique du Nord, pour des raisons différentes. Mais les États-Unis ne veulent surtout pas entendre parler de mode de consommation durable parce que vous attaquez le mode de vie américain. Et le monde arabe ne lui parlez pas de consommation durable, il veut surtout consommer sans vivre. Donc ça pose un sérieux problème. Et il faut être vraiment, faut bien mettre ceci dans les politiques, c'est extrêmement délicat à mettre cette question et en discuter avec les politiques. Et j'ai eu à faire face à des conflits avec les ministres pour leur faire comprendre la nécessité d'aller de l'avant et de prendre ça en compte dans les politiques. Donc il faut beaucoup de patience. Et nous sommes actuellement dans un processus de nomination de points focaux dans tous les pays où j'espère qu'on pourra avancer là-dessus. Il faut donc vraiment changer notre mentalité, mais il faut d'abord appliquer le principe de précaution. On n'a pas toute la connaissance scientifique qu'il faut, c'est pour ça que le changement climatique, certains nous bloquent, mais on a assez de connaissances pour dire que les choses vont mal. Donc si on ne peut pas y répondre directement, au moins appliquons le principe de précaution. Mais aussi le principe d'approche commune et différenciée. On ne peut pas aborder le même problème, que ce soit le développement économique, crise financière, le changement climatique, de la même façon aux États-Unis, en Europe, en Chine ou au Bangladesh. On a les mêmes principes, mais il faut les adapter de manière différenciée. Et progressivement, on va y arriver. L'approche qui complique, c'est vraiment l'approche multi-acteurs. Les gens n'aiment pas, il faut le dire. On est bien intéressé en plusieurs secteurs travailler ensemble, mais mettre des gens de différents services autour d'une même table, c'est considéré comme une perte de temps. Ça prend beaucoup plus de temps. Il faut être beaucoup plus patient. Cependant, cette patience au début paye après parce que le résultat est fiable et à plus long terme. Mais peu de gens investissent là-dessus. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et puis, bien sûr, la question de la responsabilité sociale et donc la question de changement de mentalité. La responsabilité sociale des entreprises, beaucoup de gens sont critiques là-dessus. Je sais que Renault fait des rapports, Air France fait des rapports, toutes les compagnies font des rapports. Nous allons passer en revue, nous avons la responsabilité maintenant de passer en revue ces types de rapports pour voir jusqu'à quel degré c'est du greenwashing. Et nous en avons lancé actuellement, les grandes entreprises vont en entendre parler bientôt, ce qu'on appelle Friends of Paragraph 47. Où vous pouvez fabriquer un produit en utilisant moins de matière, moins d'énergie, que la technologie existe, qu'elle est abordable, qu'elle est à portée de leur main. Il faut regarder avec de grands yeux et de croire vous parler. Les gens n'ont pas l'information. Il faut leur passer l'information pour en arriver à ce stade. Nous essayons de prouver dans plusieurs domaines que la solution est possible, qu'elle n'est pas que pour les grandes compagnies, qu'elle n'est pas que pour les pays riches, et que les bonnes solutions peuvent aussi se trouver dans un village chinois qui peut donner une bonne leçon à un Américain. Nous y arrivons, ça progresse, les gens sont en train de changer petit à petit. Ça se vend politiquement parce que vous prouvez à des ministres qu'ils peuvent faire des économies. Mais il faut leur montrer en quelle période de temps ils peuvent le faire. Dans le domaine du bâtiment, c'est spectaculaire ce qu'on peut faire comme économie. Et c'est ridicule de voir que ça ne se fait pas. Des pays peuvent sauver des milliards de dollars s'ils investissent correctement, s'ils font les réformes qu'il faut pour les bâtiments, si les banques s'y investissent quand ils s'accordent des crédits correctement. C'est des milliards qui peuvent être économisés, qui peuvent être investis ailleurs. On ne le fait pas. Et c'est valable partout, aussi bien aux États-Unis, au Brésil qu'en Chine. La Chine a compris récemment, ça a été un de mes conflits avec eux, que s'ils veulent devenir une puissance mondiale, il faut qu'ils s'occupent de l'utilisation efficiente de l'énergie. Ils construisent des villes tous les jours. Tous les mois, vous avez une ville de 1 million d'habitants qui pousse. Ils ont compris que s'ils construisent business as usual, ils ne seront jamais une puissance. Donc maintenant, ils appliquent des règles, ils y avancent. Mais bien sûr, ça ne se voit pas par rapport à l'énormité de la production et de la consommation. Mais en effet multiplicateur, on peut être sûr qu'ils avancent assez vite. D'autres, assis dans leur confort, ne le font pas.
Donc il y a matière ici très intéressante et essayer de sortir de la politique de l'autruche. Dans le bâtiment, on sait parfaitement qu'au jour d'aujourd'hui, c'est prouvé. Je ne suis pas un ingénieur, mais avec des gestes simples de chacun d'entre nous, sans investissement au niveau d'une entreprise ou au niveau de l'État, surtout au niveau des bâtiments publics, merci, on peut économiser 20 à 30% de notre facture énergétique. On ne le fait pas. On n'éteint pas, les appareils ne sont pas conditionnés pour ceci, il faut travailler avec les manufacturiers et ainsi de suite. Avec un peu plus d'investissement, nous économisons 30 à 50% de la facture d'énergie. Aujourd'hui, on fait des bâtiments qui se suffisent eux-mêmes en énergie. Ce n'est pas chinois, ça se fait. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que la personne qui va aller dans une banque ne sait pas à quelle banque s'adresser. Au sein de la banque, vous ne savez pas à quel guichet vous adresser. Vous n'avez pas les législations qu'il faut dans le pays qui imposent cela. C'est tout un système qu'il faut mettre en place pour aller de l'avant. Malheureusement, nous n'avons pas cela et nous sommes en train de perdre des fortunes colossales là-dessus. Ça applique aussi au niveau de l'eau. J'ai fait une enquête au niveau de la Méditerranée en 1996. 30 à 60% de l'eau dans les villes méditerranéennes est perdue. Et c'est toujours le cas, j'ai revérifié ça. 30 à 60% de l'eau dans des régions qui sont sous stress public, l'eau est perdue par mismanagement, par fuite dans le système et ainsi de suite. Et vous demandez aux compagnies des eaux et vous commandez au gouvernement de retravailler sur le système, ils vous font un système en parallèle. Ils ne vous font pas véritablement, ils n'attaquent pas le problème. Donc, il y a des opportunités absolument extraordinaires sur lesquelles on peut travailler et on n'avance pas assez. Il faudrait aussi qu'on voit comment se focaliser un peu plus sur les villes, plus que sur les États, sur les nations. Au niveau des villes, tout va se jouer. Ces statistiques sont génériques, elles peuvent varier bien sûr, mais en 2040-2050, on peut scientifiquement, je vais vous dire, 3/4 de la population, on l'a dépassé dans certaines régions. 3/4 de la population est citadine, 3/4 des ressources sont utilisées dans les villes, consommées dans les villes, 3/4 des émissions seront des villes, et 3/4 des déchets seront produits dans les villes. Donc si on arrive à faire les choses au niveau des villes, on a résolu le problème au niveau d'un pays. Et c'est beaucoup plus facile de travailler à ce niveau-là que de continuer à focaliser au niveau de l'État, qui peut simplement fournir un cadre. Et c'est au niveau de ces villes qu'on peut véritablement travailler le champ d'opportunité et d'innovation. C'est un diagramme assez synthétique sur lequel on travaille actuellement pour essayer d'avoir une approche économique. Quelle peut être une matrice économique dans la compréhension d'une ville? Quelles sont les ressources qui rentrent dans une ville? Comment on peut faire en sorte de diminuer la quantité de matériaux qui rentrent dans une ville en organisant au mieux ce qu'il y a à l'intérieur de la ville, en recyclant au maximum. Au niveau des déchets solides, on peut recycler au-delà du 90%. Malheureusement, on ne le fait pas. Il y a peu de villes qui le font. Pour ensuite avoir le moins de déchets possible, que ce soit en gaz ou en liquide ou en solide. Voilà un certain nombre d'initiatives que nous avons dans notre programme. Et j'avais ce matin une importante réunion sur les politiques d'achat vertes. Dans la plupart des pays, le budget public, s'il est orienté véritablement avec des critères corrects d'achat public durable, qui prennent en considération l'environnement, l'utilisation des ressources, on peut changer le processus industriel dans les pays. On ne le fait pas assez parce qu'on ne prend pas le temps de le faire, parce qu'on n'étudie pas bien les contrats. Nous sommes en train de développer un programme pour cela qui est en train d'avancer. On avance 7 pays pilotes et on va développer un programme cadre qui peut être très utile pour d'autres. Notre problème à tous, c'est toujours ce même problème. Non, ce n'est pas moi, c'est les autres. Donc, ne vous adressez pas à moi, allez voir le problème ailleurs. Et il faut absolument qu'on dépasse cette point. Nous l'avons aussi au niveau des entreprises. La plupart des entreprises vous affichent clairement qu'elles veulent faire du développement durable. Mais regardez le budget du développement durable au niveau de l'entreprise. Généralement, il est très bas. Il est presque, pour ne pas dire, insignifiant. Et la plupart du temps, quand vous avez une crise, c'est le développement durable qui est sanctionné. Je connais une très grande entreprise qui est en crise actuellement. Le premier qui a été licencié a été directeur de développement durable. Et pourtant, c'est une entreprise qui mériterait un peu plus d'attention. Une entreprise qui a fait la presse publique tous les jours depuis quelques semaines. Mais ça progresse, je ne suis pas négatif là-dessus. Il y a des intérêts là-dessus, il faut avancer là-dessus. Il faut les aider, il faut les accompagner. Mais il faut que les gouvernements, que les chercheurs travaillent avec les entreprises pour pouvoir aller de l'avant. La question n'est pas de dire qu'ils font mal, non. Il y a une bonne étape, il y a un bon progrès, il faut aller de l'avant.
Et il y a énormément de choses positives dans ce domaine. J'en suis presque à la fin. Les modes de consommation de production, malheureusement pour nous, c'est quelque chose, comme on dit, qui n'est pas médiatique. C'est très difficile à vendre. Bien que c'est le b.a.-ba de ce qu'on peut faire, on parle d'économie verte, on parle de biodiversité, on parle d'éducation, mode de consommation et de production pour un politique du chinois. C'est très difficile et pourtant il faut bien passer par là. Donc nous essayons de voir comment traduire ceci en un certain nombre de programmes qui sont beaucoup plus compréhensibles par les politiques, aussi bien les politiques d'achat vert, aussi bien la construction, aussi bien le tourisme et ainsi de suite, pour voir comment bien analyser ces programmes et de là leur démontrer qu'on peut effectivement contribuer au changement climatique. Donc, travaillons plutôt sur l'utilisation des ressources, sur les modes de consommation, et on démontre qu'on travaille sur le changement climatique. Et là, nous aurons l'appui des politiques là-dessus. Pour les Libanais, je pense véritablement que ceci peut être un très grand champ d'opportunités des expertises. Le Libanais est un homme d'affaires, il sait faire dans les banques, il sait faire dans le commerce et tout ça. En général, on n'est pas très bien sur les questions de développement durable. Je pense que c'est un champ où on peut travailler beaucoup mieux. On peut se spécialiser un peu plus. Et la connaissance du Libanais, s'il peut l'utiliser en région méditerranéenne, s'il peut l'utiliser là où il est en Afrique, ça ne peut être qu'un plus. Si on peut utiliser notre intelligence pour la tourner un peu vers le développement durable, ça peut être une très très bonne chose. Et je pense que nous avons cette capacité à le faire. Ça pourra peut-être aussi nous aider à développer un peu plus la citoyenneté libanaise. Je termine avec voilà, ces 4 images que je vous laisse pour. La première, si quelqu'un aurait fait un journalisme, vous comprendrez que le problème de l'énergie actuellement fait beaucoup plus de dégâts que les guerres que nous avons autour de nous. Si on pouvait résoudre ça, on serait autrement bien plus confortable. Le monde ne peut plus nous porter. En bas à gauche, c'est surtout arrêtons de faire une chose, de se laver les mains, de passer à l'autre. Il doit y avoir une continuité entre une chose et l'autre pour assumer la responsabilité. Et la dernière, il est temps qu'on utilise notre intelligence là où il faut. Merci.